Je vois que tout le monde a trouvé sa place. Au nom de Stop OGM, en tant que présidente de Stop OGM, je souhaite la bienvenue à cette conférence de Robert Mesnage, organisée en collaboration avec Toxic Free. Et dès lors, je passe tout de suite la parole à Sarah Denis qui va nous présenter notre conférencier. Merci beaucoup. Merci Isabelle. Donc Sarah Agnelli, présidente de l'association Toxic Free, qui a pour but la sensibilisation et l'information de la population aux effets des pesticides et des perturbateurs endocriniens. Et donc aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir le docteur Robert Mesnage qui nous vient de Londres et il travaille au King's College. Il est toxicologue et généticien moléculaire. Il est l'auteur d'une vingtaine d'études indépendantes et revues par des pairs sur les pesticides et aussi à propos des perturbateurs endocriniens. Et il va nous parler aujourd'hui de ces pesticides et de leurs effets sur la santé. Merci d'accueillir Dr Mesnage. Bonjour à tous. Merci d'être là pour écouter. Merci d'être là pour écouter les dernières découvertes scientifiques sur les effets des pesticides, ceux qui sont dans notre assiette, ceux qui vont bientôt être dans notre assiette. Et merci à Toxic Free Suisse et Stop OGM pour avoir organisé cette conférence. Donc moi, je travaille au King's College de Londres et je travaille sur les effets des polluants, que ce soit des pesticides, des plastifiants. On essaye de voir ceux qui sont les plus préoccupants et on les teste pour voir s'ils ont des effets aux faibles doses qu'on peut retrouver dans l'environnement. Tout d'abord, bienvenue dans l'Anthropocène. Il faut qu'on ait conscience qu'on n'est pas exposé qu'à des pesticides ou alors des plastifiants, c'est un problème global. Ce problème global, il vient du fait qu'on est de plus en plus nombreux. La population humaine est en train d'augmenter exponentiellement. Vous voyez, en l'an 1, on était 200 millions. En 1000 ans, la population a augmenté de 200 millions et on se retrouve avec une explosion démographique en l'espace d'un siècle et on espère atteindre les 9 milliards d'individus d'ici quelques années. Ça va être difficile pour pouvoir bouger les slides parce que je n'ai pas le contrôle. Merci. Un des gros problèmes, si on est 9 milliards sur cette planète, c'est de se nourrir. Pour se nourrir, depuis la Seconde Guerre mondiale, on a un modèle qui s'est imposé, le modèle industriel, qui s'est traduit par la Révolution verte. On a utilisé plus de fertilisants, plus d'engrais, plus de pesticides pour pouvoir produire plus. Mais on s'aperçoit que produire plus en déversant tous ces produits chimiques sur nos terres agricoles, ça conduit parfois à des pollutions qui peuvent être toxiques pour l'homme. Et on s'aperçoit que pour pouvoir nourrir 9 milliards d'individus d'une façon correcte en préservant l'environnement, il faut changer complètement notre mode de production agricole. Moi, je vais vous parler des effets des pesticides, mais il faut que vous voyez ça dans une problématique globale. Il faut qu'on arrive à changer notre mode de production agricole en utilisant moins de pétrole, moins d'eau, moins d'engrais, moins de pesticides, et dans un contexte très compliqué de changement climatique et un contexte social instable. On peut changer... Aussi, il faut avoir conscience que les problèmes sont globaux, mais qui sont aussi peut-être plus graves ailleurs, et aussi bienvenue dans le Thropocène. Parce que quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, on peut se dire qu'on n'est peut-être pas si mal loti en Europe. Quand on regarde ce que les conseillers de Donald Trump peuvent dire, on voit que les dangers associés aux effets des pesticides sont tout simplement l'œuvre d'activistes anti-produits chimiques, un peu comme le réchauffement climatique serait un coup monté des Chinois. Ce qu'on peut constater, si on regarde la réalité des choses et pas ce qui se passe dans la politique ou alors dans la presse, c'est qu'on est exposé à des milliers de produits chimiques. Et si on regarde la contamination des femmes enceintes par ces produits chimiques, comme l'a fait en France par exemple la cohorte Health, on s'aperçoit que toutes les femmes enceintes sont contaminées par des produits chimiques et on retrouve ça dans leur sang et leurs urines. Par exemple, le bisphénol A, les phtalates, de nombreux pesticides, les dioxines, de furane, des PCB, qui sont des composés qui sont là depuis des années 60 et même s'ils ont été interdits, on les retrouve dans les urines et le sang humain. Les retardateurs de flammes bromées, dont je vais parler aussi parce que c'est un gros problème.
les composés perfluorés que vous allez retrouver dans les poêles à frire, les métaux lourds. Tous ces composés se retrouvent dans les fluides biologiques humains et on est exposé à de nombreuses molécules, plus que des pesticides, et on doit voir cette problématique d'une façon globale. Moi, je vais parler des pesticides, mais je vais aussi parler des perturbateurs endocriniens parce que un des modes de toxicité principale des pesticides, c'est la façon dont ils interfèrent avec le système hormonal. Et donc ils peuvent provoquer des pathologies chez l'homme parce qu'ils interfèrent avec le système hormonal. Ils interfèrent avec le système hormonal parce que ce sont souvent ce qu'on appelle des xénohormones. Si on regarde par exemple le bisphénol A, un plastifiant, on voit qu'il a une structure à peu près comparable à l'hormone naturelle œstrogène, et s'il se met dans le récepteur aux œstrogènes, il va l'activer d'une même façon en se mettant d'une façon qu'il active le récepteur aux œstrogènes. On est exposé à tellement de ces molécules que si on regarde ce qui s'accumule dans l'eau des rivières ou par exemple en mer, on voit qu'en France, si on regarde ce qui se passe en Normandie, là où j'ai passé mon enfance, on voit que 350 grammes de moules qui sont pêchés en Normandie, ça équivaut à l'équivalent d'une pilule contraceptive, parce que de nombreux polluants ayant des activités hormonales se retrouvent dans les moules pêchés en baie de Seine, par exemple en Normandie. Bon, je ne conseille pas non plus de manger des moules pour pouvoir avoir l'activité d'une pilule contraceptive, mais ça correspond bien avec la conférence, les pesticides dans nos assiettes. Vous avez des moules ici, vous allez avoir votre dose de pesticides si vous mangez des moules. Ces pesticides, ils ont un danger pour la santé, on les retrouve dans l'environnement, mais ils ont une action biologique. On entend souvent que, oui, on a des molécules toxiques dans l'environnement, mais c'est à faible dose, donc il n'y a pas de danger. Ça, c'est faux, parce qu'on ne prend pas en compte ces effets perturbateurs endocriniens. Les hormones, elles agissent à de très faibles doses, et si les polluants sont présents à de très faibles doses dans l'environnement, ils peuvent avoir des effets toxiques, comme les hormones. C'est ce qui se passe avec ce pesticide, l'atrazine. C'est des travaux qui ont été faits par un scientifique américain à l'Université de Californie. Il s'est aperçu qu'en prenant ce pesticide et en exposant des grenouilles à ce pesticide, en exposant des têtards dans des stades précoces de développement, s'il mettait des mâles en contact avec l'atrazine, les mâles développaient des organes femelles reproducteurs. Et on retrouvait des œufs dans les organes reproducteurs des mâles. Et si ce scientifique mettait des mâles nouvellement femelles en contact avec des mâles, ils essayaient de se reproduire. Donc c'est une féminisation complète qui était provoquée par ce pesticide. Et c'est ce qu'on voit ici. Ces grenouilles-là, ce n'est pas un mâle et une femelle, c'est deux mâles. Ces effets étaient présents à des doses dans l'environnement, qui sont tolérées dans l'eau du robinet et qui sont retrouvées quotidiennement par les Américains qui boivent de l'eau du robinet et qui est contaminée par de l'atrazine. Ces effets-là, ils ne sont pas seulement retrouvés chez les grenouilles, ils se retrouvent aussi chez l'homme, mais c'est beaucoup plus compliqué parce que des grenouilles, on peut les élever dans un laboratoire, dans un milieu confiné, donc on peut contrôler tout ce qui se passe. Chez l'homme, c'est différent, et on sait que chez l'homme, quand on a des effets toxiques et une pollution, on va retrouver les effets, des fois, plusieurs dizaines d'années après l'exposition. C'est ce qui s'est passé pour le DDT. Le DDT qui a été pulvérisé dans les années 50-60 pour pouvoir contrôler les populations d'insectes. Si on regarde les femmes exposées au DDT à cette époque, ces femmes-là ont des filles qui sont prédisposées au cancer du sein et qui se retrouvent avec 4 fois plus de cancer du sein que les populations non exposées au DDT. Pareil pour un médicament, le Distilbène, qui a provoqué de nombreuses malformations chez les enfants des femmes exposées à ce médicament. Tout ça pour dire qu'on a beaucoup de preuves montrant les effets de ces polluants chez les populations humaines, et donc on a un spectre complet d'informations pour agir. Madame Dirisso-Josette est attendue vers les animaux
Pour revenir aux effets des pesticides, les pesticides, il ne faut pas seulement se dire que l'utilisation des pesticides est dangereuse pour les agriculteurs. Tout le monde est sujet aux pesticides, que ce soit à l'exposition aux pesticides, que ce soit dans l'alimentation, ou alors l'eau de boisson, ou alors par l'utilisation domestique. Dans les prochaines diapositives, elles sont un peu compliquées, c'est des références scientifiques, j'ai fait une liste, mais c'est pour que vous ayez, si vous le souhaitez, des références scientifiques pour pouvoir argumenter et dire oui, il y a des effets des pesticides dans les populations humaines. Je vous passerai mes diapositives si vous le voulez. Et vous pouvez voir que par exemple, l'utilisation domestique des insecticides dans les maisons, par exemple pour alors tuer des moustiques et des araignées, si ces insecticides sont utilisés par des femmes enceintes, on voit qu'on a une augmentation des pathologies chez les enfants. On a par exemple une augmentation des leucémies, on a une augmentation des malformations, des troubles du comportement. Tout ça, c'est des études sérieuses qui ont été faites sur des populations humaines en mesurant la vraie exposition aux insecticides et en regardant à long terme ce qui se passait si ces personnes-là développaient des problèmes de santé. L'exposition aux pesticides, elle est encore plus dangereuse si on est à proximité de la source, et on voit aussi qu'une exposition résidentielle, on a beaucoup de pesticides qui sont utilisés de manière résidentielle, par exemple dans les villes. Je sais que ce n'est pas trop le cas en Suisse, mais en France, par exemple, c'était le cas jusqu'à ce qu'on passe une loi imposant une interdiction des pesticides dans les lieux publics. Dans certains pays, moi je travaille en Angleterre, c'est encore un grand débat, on se demande si on doit interdire les pesticides dans les villes. Et on s'aperçoit que de nombreuses études scientifiques montrent déjà des effets des pesticides quand ils sont utilisés à proximité des lieux de vie des personnes. Et on a encore des développements des troubles du comportement, des malformations à la naissance, des maladies de Parkinson, des quotients intellectuels réduits ou alors des tumeurs du cerveau qui sont provoquées par une exposition environnementale aux pesticides. Une solution, c'est de manger bio pour pouvoir réduire l'exposition aux pesticides. Pour l'instant, on n'a pas de preuves scientifiques complètement concluantes pour dire que l'alimentation bio permet de réduire le risque de développer des maladies. Ce qu'on a, c'est que d'un côté, on est sûr que l'alimentation bio contient moins de pesticides. De l'autre côté, on sait que les pesticides provoquent de nombreuses pathologies, même à des doses environnementales. Mais c'est très compliqué de faire des études épidémiologiques, et pour l'instant, on n'a pas encore d'études qui montrent complètement un effet des pesticides sur la santé, mais quand on mange bio. Mais par contre, on a quelques études qui suggèrent que le bio, par exemple, contient plus de nutriments et va être protecteur par rapport à l'effet de certains poisons comme les pesticides. Et on a des données préliminaires qui montrent que les femmes qui mangent des aliments bio, par exemple, vont avoir moins d'enfants avec des malformations, et les hommes vont être plus fertiles. Bon, j'espère avoir été convaincant en vous montrant que les pesticides ont des effets sur la santé. Je pense que vous étiez peut-être convaincu déjà, mais au moins là vous avez des références bibliographiques, des études scientifiques sérieuses qui ont été faites et qui démontrent ces effets. Ce qu'on peut se demander, c'est pourquoi est-ce qu'on voit des effets des pesticides qui sont autorisés, alors que ces molécules-là sont supposées être autorisées par les gouvernements, être testées pour leurs effets cancérogènes, neurotoxiques, et à chaque fois, on voit que les effets des pesticides sont toujours détectés 10 ou 20 ans plus tard, une fois que les autorisations sont faites. Nous, ce qu'on a fait en travaillant avec mon collègue Nicolas Defarge, qui est ici, au CRIGEN et à l'université de Caen, c'est qu'on s'est intéressé au pesticide le plus vendu au monde, le Roundup, qui est un pesticide à base de glyphosate. Ce pesticide-là, il est principalement utilisé aux États-Unis sur les OGM qui le tolèrent, donc les OGM deviennent des éponges au Roundup. C'est pour ça que le Roundup se retrouve dans nos assiettes. Mais le Roundup, on l'utilise aussi beaucoup
dans l'agriculture pour dessécher les plantes avant la récolte, ou alors en milieu domestique, ou alors dans les stades, les cimetières, le Roundup est utilisé partout. Ce qui fait que quand on mesure l'exposition au Roundup, on est pratiquement sûr d'en trouver à tous les coups. Si on mesure la quantité de glyphosate, le principe actif du Roundup, dans vos urines, je peux vous garantir qu'on le trouve à 100% à tous les coups. Ah, c'était trop tôt. Nous, on a demandé à l'Agence française de sécurité sanitaire, l'ANSES, si elle avait des tests pour montrer que le Roundup avait aucun effet sur les populations, parce qu'on pouvait se poser cette question. L'ANSES nous a dit, on n'a pas de test des effets du Roundup sur le long terme, on a quelques tests de toxicité aiguë et pas de tests qui mesurent les effets sur le sang des rats. Et on s'est aperçu, en regardant plus largement dans la littérature scientifique, qu'en fait, les pesticides qui sont vendus aux agriculteurs ou alors aux citoyens lambda dans les jardineries ou les supermarchés, ces pesticides-là n'ont jamais été testés sur le long terme. C'est pour ça que nous, on a essayé de faire notre propre test. On peut passer. Et pour cela, on a étudié les effets du Roundup. On a pris une formulation de Roundup telle qu'on peut l'acheter dans un supermarché. Cette formulation de Roundup, si vous regardez dans un supermarché, vous regardez la liste des ingrédients, il va y avoir du glyphosate, mais d'autres molécules. En fait, ce sont des cocktails complexes qui ne peuvent pas être réduits à l'activité d'une seule molécule. Donc nous, on a pris la formulation de Roundup telle qu'elle était vendue dans le magasin, on l'a testée sur des rats pendant 2 ans. On l'a testée aux doses retrouvées dans l'environnement, mais on l'a testée aussi à des doses agricoles. Ce qu'on a vu, c'était que la majorité des mâles exposés au Roundup à des doses qui étaient pertinentes pour l'exposition environnementale, ils développaient des problèmes hépatiques et rénaux, et les femelles traitées au Roundup développaient des tumeurs mammaires. Pour l'instant, on n'est pas 100% sûr de ces résultats parce que c'était une étude préliminaire, on était les premiers à le faire, et on espère que d'autres instituts ou des gouvernements donneront des financements pour pouvoir aller plus loin et vérifier ces effets, parce que c'est assez scandaleux quand même que des produits qui sont utilisés dans l'agriculture et par des citoyens n'ont jamais été testés. Je peux passer. Étant donné ces effets toxiques, on a décidé d'aller plus loin et on s'est posé la question de la composition de Roundup. Parce que je vous disais que le Roundup, c'est un mélange complexe. En fait, c'est un mélange d'un principe actif qui s'appelle le glyphosate. On retrouve aussi bien dans les formulations de Roundup que dans les titres des journaux en ce moment. Ce principe actif, si on regarde les données réglementaires, il n'est pas si toxique que ça. Alors on s'est demandé pourquoi nous, dans notre expérience, on avait des effets toxiques qui démarraient à des doses environnementales. Pour ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a analysé 9 formulations de Roundup, 9 Roundup qu'on peut trouver dans les jardineries ou qui sont utilisés par les agriculteurs. On a analysé à la fois la toxicité et la composition de ces Roundup. Et ce qu'on a vu, c'est que certaines molécules présentes dans les formulations, qui sont déclarées ou non déclarées, sont beaucoup plus toxiques que le glyphosate. Un adjuvant, qui est une molécule utilisée pour pouvoir augmenter la pénétration du glyphosate, était 10 000 fois plus toxique que le glyphosate. Cet adjuvant, c'est le POEA. Grâce à nos études, la Commission européenne a pris la décision de l'interdire. C'est un pas en avant, mais ça ne va pas non plus résoudre tous les problèmes. Ah, je croyais que j'avais déjà passé. Peut-être qu'on est en arrière ou en avant. Voilà. On a été un peu plus loin et on a testé les effets perturbateurs endocriniens de ces molécules. Parce que je vous disais que les effets perturbateurs endocriniens sont détectés à de très faibles doses. Et donc, si les adjuvants des pesticides pouvaient avoir des effets perturbateurs endocriniens, ça pourrait expliquer ce qu'on a retrouvé sur le long terme. Donc cette étude dont je parle a été faite par Nicolas Defarge, qui est ici, vous pourrez lui poser des questions tout à l'heure si vous voulez, et a montré que les adjuvants du Roundup étaient perturbateurs endocriniens. Bon,
peut-être qu'on explique par cela les effets à long terme qu'on retrouve aux doses environnementales. Ce qui est très important, c'est de mettre les choses dans une perspective globale. Je vais parler un peu d'argent, même si ce n'est pas mon rôle en tant que scientifique, mais c'est un constat que l'on peut faire. Si on regarde le coût des effets sur la santé de ces perturbateurs endocriniens, on voit que c'est de l'ordre de la centaine de milliards d'euros en Europe sur un an. Ce sont des effets dramatiques qui coûtent très cher aux sécurités sociales, ces effets chroniques qui vont de l'infertilité aux morts prématurées, l'obésité, l'hyperactivité, les problèmes neurologiques. Si on prend la part de ces effets attribuables aux perturbateurs endocriniens, on arrive à ces montants astronomiques, ces coûts astronomiques pour la société. Je peux passer. Je vais élargir un petit peu aux hormones thyroïdiennes maintenant pour pouvoir ne pas parler que des pesticides, parce que dans le total des coûts pour la société attribuables aux perturbateurs endocriniens, ce n'est pas seulement les pesticides. On a des molécules comme les retardateurs de flamme bromés qui sont très très toxiques et qui affectent les capacités intellectuelles. On a de nombreuses études publiées qui montrent que les femmes ayant des taux élevés de retardateurs de flamme pendant la grossesse donnent naissance à des enfants avec des quotients intellectuels réduits et sujets à des troubles comportementaux. Et si on regarde la structure des molécules, si on regarde la structure de ces perturbateurs endocriniens, on s'aperçoit que c'est des effets qu'on aurait pu détecter avant la commercialisation. Si je regarde la structure de ces retardateurs de flamme bromés, comme celui-ci, et la structure des hormones thyroïdiennes, on peut s'apercevoir que ici on a 3 cycles. C'est de la chimie, c'est un peu compliqué peut-être, mais c'est assez évident que les molécules se ressemblent. La clé pour les hormones thyroïdiennes, c'est d'avoir de l'iode à plusieurs endroits sur la molécule. Cet iode, il agit un peu comme... c'est un élément clé pour la serrure qui serait le récepteur aux hormones thyroïdiennes. Les retardateurs de flamme bromés, ils ont été faits d'une façon que, aux endroits où l'on a de l'iode pour les hormones thyroïdiennes, on a des atomes de brome. Les atomes de brome, c'est la même classe chimique que les atomes d'iode, c'est des halogènes, et on pourrait suspecter, rien qu'en regardant les molécules, que ces retardateurs de flamme bromés peuvent avoir des effets similaires aux hormones thyroïdiennes. Il y a une nouvelle étude qui a été publiée récemment par une équipe en France, l'équipe de Barbara Demenex, au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, qui a développé un modèle très utile pour pouvoir détecter les effets des hormones thyroïdiennes et leurs perturbations. Ils ont produit un tétard de grenouille génétiquement modifié pour pouvoir réagir aux effets perturbateurs endocriniens en devenant phosphorescent. Donc si on a des effets perturbateurs endocriniens sur les molécules agissant au niveau de la thyroïde, le tétard va devenir fluorescent. Parce qu'ils ont pris des molécules présentes dans le liquide amniotique humain, 15 produits chimiques qui étaient classiquement retrouvés dans les populations humaines, et ils ont voulu savoir s'ils avaient des effets sur ce système. En mélangeant ces molécules et à des doses encore plus faibles que celles trouvées dans l'environnement, ils se sont aperçus qu'en l'espace d'une courte exposition de 3 jours, les produits chimiques retrouvés dans le liquide amniotique humain affectaient le fonctionnement des hormones thyroïdiennes chez ces têtards de grenouille. Étant donné que les hormones des têtards de grenouille sont les mêmes que celles chez l'homme, on pourrait se dire que ces effets perturbateurs endocriniens des produits chimiques retrouvés chez l'homme pourraient être aussi retrouvés dans les populations humaines. Une des caractéristiques principales de ces effets, c'est qu'ils sont retrouvés à l'âge adulte, mais qui sont initiés pendant la grossesse. C'est une caractéristique qui fait que
les effets perturbateurs endocriniens des polluants ne sont pas détectés dans les tests réglementaires. Vous devez savoir que les tests réglementaires, tels qu'ils sont faits à l'heure actuelle, n'incluent pas des périodes de développement sensibles comme la période pendant la grossesse ou alors avant la puberté. Les tests les plus longs réalisés sur des rats commencent à l'âge adulte et se terminent avant que les rats deviennent trop vieux. Donc pour les tests réalisés avec tous les produits chimiques de notre quotidien, on ne peut pas détecter les effets perturbateurs endocriniens. Ces perturbateurs endocriniens, ils agissent en mélange et on doit avoir conscience qu'on a de nombreux perturbateurs endocriniens dans notre environnement et que parfois, ce que l'on considère être un problème est juste la pointe de l'iceberg. Si on regarde les bisphénols, comme le bisphénol A par exemple, on sait que le bisphénol A est retrouvé chez l'homme, mais le bisphénol A été remplacé par d'autres bisphénols dans les produits bisphénol A free. Donc on est content d'avoir notre bouteille bisphénol A free parce qu'on se sent protégé, mais ces bisphénols sont remplacés par d'autres bisphénols. Par exemple, dans les bouteilles bisphénol A free, vous allez avoir le bisphénol B, C, D, E, P, Z. Et en fait, la liste s'allonge avec l'imagination des chimistes. Ce que j'ai fait au laboratoire, c'est que j'ai pris les bisphénols les plus communs, ceux qui étaient retrouvés chez l'homme, et je les ai testés sur des cellules de cancer du sein humain pour pouvoir savoir si elles pouvaient amplifier le cancer du sein. Et je me suis aperçu que certains bisphénols qui étaient utilisés dans les plastiques soi-disant sains sans bisphénol A étaient en fait beaucoup plus toxiques que le bisphénol A. Donc le bisphénol A est la pointe de l'iceberg et si on veut vraiment adresser le problème, il faut aussi se préoccuper des bisphénols que j'ai listés ici et dont personne ne parle, mais j'ai mis en évidence que ceux-là étaient beaucoup plus toxiques que le bisphénol A dans certains cas. On est exposé à des mélanges, je vous le disais, et quand on regarde les effets des molécules à des doses présentes dans l'environnement, isolées, des fois on ne voit rien, il n'y a pas d'effet. On peut se dire qu'il n'y a pas de problème, mais si on commence à mélanger plusieurs de ces molécules, comme on peut le voir ici, c'est une expérience qui a mesuré 12 molécules, on voit qu'il n'y a aucun effet pour les composés quand ils sont seuls. Mais quand on les mélange, on a un effet dramatique. Cet effet, c'était un effet perturbateur endocrinien sur des cellules. Et ça montre qu'on doit étudier les effets des polluants en mélange et pas seulement seuls. Je vais revenir sur cette figure qui parle d'argent pour pouvoir mettre en balance avec quelque chose d'aussi important, c'est les profits des industriels. Je ne veux pas émettre de jugement, de valeur ici, mais c'est important d'avoir cette image en tête parce que c'est des coûts faramineux. On a des perturbateurs endocriniens qui nous coûtent 157 milliards d'euros au moins pour des coûts de santé chaque année. Et si on regarde les profits des industriels dans le secteur de la chimie, on est de l'ordre du trillion d'euros, c'est beaucoup plus important. Je veux pas blâmer l'industrie chimique parce que si les industriels produisent des bouteilles en plastique avec du bisphénol, c'est parce que les gens veulent des bouteilles en plastique. Ce que je dis toujours, c'est que la responsabilité aussi, c'est celle du citoyen. Donc si vous voulez que les industriels arrêtent de produire des bouteilles en plastique avec des molécules toxiques à l'intérieur, il faut arrêter d'en utiliser. On peut passer. Pour les pesticides, je vais prendre l'exemple de Caen, la ville dont je viens, car c'est une ville qui est passée sans pesticides, donc c'est un exemple que je prends à chaque fois parce que c'est un modèle, que ça soit pour les herbicides, on peut brûler les mauvaises herbes, ou alors les insecticides, on peut distribuer des coccinelles. À Caen, on a des coccinelles qui sont distribuées gratuitement pour pouvoir utiliser dans nos jardins et éviter d'utiliser des molécules toxiques. On peut passer. D'une manière générale,
pour parler des effets des pesticides dans le milieu agricole, il faut avoir conscience que le modèle que l'on a actuellement n'est pas le seul modèle et qu'on peut aussi avoir des modèles basés sur d'autres principes comme l'agroécologie. L'agroécologie qui est basée sur des polycultures, intègre des animaux dans les fermes, qui n'utilisent pas de pesticides et pas d'engrais chimiques. Bon, je vous montre mes photos de vacances, mais j'ai été très surpris quand j'étais à Cuba de rencontrer un fermier qui me disait qu'il n'avait aucun problème d'infestation par des insectes ou des mauvaises herbes, alors qu'il y avait des insectes partout, clairement. Je lui ai demandé s'il utilisait des pesticides, il ne savait même pas ce que c'était. Donc c'est pour dire que le modèle agricole que l'on a actuellement et qui utilise beaucoup de pesticides et que l'on retrouve dans nos assiettes, c'est pas une fin, il y a des alternatives, c'est des alternatives qui méritent d'être étudiées. Et d'une manière générale, ce que l'on peut faire, c'est prendre des précautions, parce qu'on peut s'informer aussi et pouvoir agir en tant que citoyen au jour le jour pour pouvoir éviter des emballages alimentaires qui vont être contaminés par des plastifiants, des pesticides. Et le principe de sobriété aussi est important parce qu'on consomme à outrance et c'est cette consommation aussi qui encourage le modèle dans lequel on vit d'utiliser des plastifiants à tout va pour pouvoir faire des emballages qu'on va jeter au bout de quelques jours et qu'on va utiliser pendant quelques minutes des fois. Donc la responsabilité, c'est celle des gouvernements d'informer leurs citoyens et de prendre des mesures, mais c'est aussi celle des citoyens de demander, de s'informer et de prendre des précautions par eux-mêmes pour pouvoir éviter de s'intoxiquer en mangeant des aliments contaminés par les pesticides. Je vais m'arrêter là et puis on va laisser place aux questions. Merci beaucoup. Pardon, merci beaucoup. Je voulais juste dire que, donc, en plus du docteur Ménage, on a aussi son collègue Defarge qui est là, le chargé d'affaires de Stop OGM, Luigi D'Andrea, Isabelle Chevalet, qui est la présidente, et aussi Nathalie Chèvre, qui est écotoxicologue à l'Université de Lausanne. Donc, s'il y a des questions peut-être un peu plus précises et locales, elle s'est aussi montrée disponible pour y répondre. Alors, je ne sais pas s'il y a déjà des questions. Oui, monsieur, je passe le micro. Oui, merci. Merci beaucoup, professeur. Pour un anglais, vous parlez bien français. Oui, j'ai bien ça. Je ne vais pas vous raconter notre histoire, elle est très triste. Nous sommes un collectif d'une région peu proche d'ici qui se bat contre les pesticides. C'est un agriculteur qui a une énorme position dans le marché de la pomme sur l'arc lémanique. Et ça fait 2 ans que nous essayons d'éviter que les dérives des pesticides infectent toutes les propriétés, même le village. Et je sais qu'en France, parce que j'ai suivi ce que vous faites et je suis en contact avec pas mal d'organisations, vous êtes très avancés. Chez nous, c'est nul. Il ne se passe absolument rien. Pire, nos contacts avec l'Union suisse des paysans sont tragiques, il n'y a pas d'autre mot. Les contacts avec l'Union fruitière lémanique, que nous avons vu à plusieurs reprises, sont pas loin de la tragicomédie aussi, parce qu'évidemment ils défendent les intérêts du producteur, qui est un gros producteur de pommes. Je crois qu'il a à peu près 10% du marché ici. Je vous encourage à ne pas manger des pommes, hein. Et surtout pas des jazz. Et je fais pas de... Bon. Et je vous dis simplement ça parce que quand nous essayons de faire un effort de conciliation aussi bien avec l'agriculteur qu'avec les autorités locales ou vaudoises, nous en jetons un mur, absolument un mur. Et la question que j'ai, qui est une des possibilités d'ouverture, et ça c'est l'Union fruitière lémanique qui, le chapeau si vous voulez, de tous ces producteurs qui les conseillent au jour le jour, aussi bien que d'ailleurs Saint-Gentin qui leur fournit les produits. Ils ont donc, si vous voulez, un service clé en main, hein, vous connaissez ça, de Saint-Gentin qui leur dit quoi faire, quand, avec quoi. Bien, et nous prenons tout ça sur la figure.
La question c'était, démerdez-vous, il n'y a pas d'autre mot, c'est comme ça, même pas entre guillemets, analysez les produits qui vous tombent sur la tête et faites-nous part de vos conclusions. C'est ça. Et alors, moi j'ai fait un peu de recherche et il y a, à mon avis, il y avait une seule possibilité qui est utilisée en France, c'est la possibilité des capteurs. Et je vais vous demander si vous aviez l'expérience des capteurs, pour essayer, nous sommes probablement obligés d'en placer autour des maisons, et de savoir s'ils sont efficaces. J'ai fait de la recherche, mais je ne suis pas allé très loin. Merci. J'ai pas du tout d'expérience sur les capteurs. Je sais que les contrôles que je connais sont des contrôles en fin de chaîne. On va mesurer les pesticides dans les produits avant qu'ils arrivent au consommateur, mais peut-être que mes collègues peuvent répondre à ça s'ils ont aussi des remarques. Non. En fait, ce que vous voulez, c'est des capteurs passifs qui permettent que l'air passe au travers et qui retiennent les pesticides, et après on les analyse. Alors, on le fait pour la pollution de l'air en général, pour ce qui est absorbé sur les particules, et ça existe. Donc à mon avis, ça pourrait très bien marcher aussi pour les pesticides. Donc en fait, c'est des capteurs passifs, c'est des mousses, et puis on les laisse sur place, et puis au bout d'un certain temps, on les récupère, on les passe avec des solvants et autres, et après on passe ça en machine pour voir si on trouve quelque chose dedans. Et ça existe en fait. Peut-être une idée, mais si vous n'avez pas peur des conséquences, c'est de lui acheter quelques pommes ou des jazz ou autre chose, et puis vous les faites analyser, ça peut coûter un peu cher, et vous aurez 200 pesticides. Vous payez un peu plus cher, vous aurez aussi le glyphosate, enfin le Roundup, et ça peut faire un petit scandale médiatique éventuellement. Après, je pense qu'il y a une stratégie, c'est que il faut être honnête, les agriculteurs sont en première ligne, sont les premières victimes des pesticides. Il est vrai que pour les pommes, souvent, c'est des ouvriers saisonniers qui ne vont pas durer très longtemps, qui ne sont pas suivis, ça c'est un autre problème. Mais arriver à faire comprendre aux paysans, enfin aux agriculteurs que ce sont les premières victimes, ça amène à changer les choses. Ça a été le cas en France. Il y a encore un gros travail. Merci beaucoup. Une autre question? Oui? Moi j'ai une question parce que j'habite près de la plaine du Rhône qui a été bien polluée aux métaux lourds par la Tamoil. Et puis il y a des fermes bio qui font leur production là sur ce sol et qui vendent des paniers. Est-ce qu'il y a un risque pour nous à consommer ces produits bio dans la mesure où le sol a été préalablement pollué? Ou est-ce que c'est à des doses qui sont tellement petites que dans l'organisme ça n'aura pas d'effet? Est-ce que vous avez fait des études sur les métaux lourds dans les sols? Pour les métaux lourds et d'autres pesticides, on sait que c'est des molécules qui sont persistantes et qui vont se retrouver malheureusement un peu partout. Donc, elles vont se retrouver plus facilement dans certains endroits comme la plaine du Rhône. Ça va être au niveau de la réglementation de pouvoir assurer que les niveaux de pesticides ou de métaux lourds ne dépassent pas les niveaux réglementaires. Mais par principe de précaution, on sait que vous serez moins exposé aux pesticides, en tout cas en consommant ce type de produit, même si il y a peut-être un risque associé aux métaux lourds ou alors à d'autres molécules comme les PCB, mais c'est difficile. On est exposé vraiment à tout un tas de molécules par différents moyens et c'est difficile, on ne peut pas être pessimiste, mais il y a un moment, il faut se dire qu'on ne peut pas éviter toutes ces molécules et qu'il faut quand même manger, faire attention au mieux que l'on peut, et on va faire du mieux qu'on peut, et à un moment donné, on peut se dire tant pis. Ouais. Moi je pense qu'en tant que... C'est qui a posé la question? En tant que citoyenne, vous pouvez simplement contacter l'Office de la sécurité alimentaire en leur demandant de vous certifier que les produits que vous mangez ne contiennent pas de métaux lourds, puisqu'il y a eu cette exposition. Et puis donc c'est un problème qui est connu en Suisse.
en leur demandant une réponse. Il faut toujours demander une réponse à la fin de l'email, parce qu'autrement ils peuvent ne pas répondre. Et puis à ce moment-là, ils doivent vous donner des garanties, ils doivent vous dire en tout cas ce qu'il en est. Donc c'est un moyen pour passer par le système réglementaire où eux, à un moment donné, ils sont obligés de fournir une réponse là-dessus. Parce que clairement, si on cultive des végétaux sur des sols qui sont contaminés aux métaux lourds, ben, c'est sûr qu'on aura des doses importantes, à mon avis. Ouais. Juste une question sur la bioaccumulation, parce qu'on sait que les métaux lourds vont s'accumuler dans le corps, alors que le glyphosate, à ma connaissance, en 3 jours, il est éliminé. Il s'accumule, il se bioaccumule. Le glyphosate ne pas. Donc par rapport à ces perturbateurs, est-ce qu'on sait vraiment ceux qui se bioaccumulent? Est-ce qu'il y en a d'autres que les métaux lourds, ou est-ce que c'est que les métaux lourds? Ça, je pose la question. Il y en a d'autres, chaque pesticide est différent, mais il y a eu quand même des progrès sur les 10-20 dernières années, et les agences comme l'EFSA ont eu tendance à éliminer les produits qui avaient des caractéristiques de bioaccumulation. Donc il y a des progrès, mais ça va être de molécule en molécule, et il y a clairement toujours des pesticides qui sont bioaccumulables dans l'environnement, parce que être bioaccumulable, ça veut dire que ça se dissout dans les graisses, et ça veut dire que c'est stable dans l'environnement. Donc c'est une propriété qu'on le recherche pour pouvoir que les pesticides restent et have une action. Donc c'est pour ça que oui. Une question par rapport aux bouteilles en plastique. Si j'ai bien compris, il faut éviter toute bouteille en plastique. Jusqu'à maintenant, j'évite le 3, le 6 et le 7, ça, je connais. Mais il faut mieux éviter tout. Si vous avez le choix et vous pouvez utiliser des bouteilles en verre, c'est toujours mieux d'utiliser des bouteilles en verre. Pour moi, c'est même mieux de consommer l'eau du robinet, parce que c'est quelque chose qui est très contrôlé, et qu'on sait que l'eau du robinet, même si on va retrouver des résidus de médicaments, de pesticides, c'est bien contrôlé, alors que par exemple dans les bouteilles en plastique, on va avoir des plastifiants, et ces plastifiants-là ont des effets toxiques et à ces doses retrouvées dans les bouteilles en plastique. Donc par précaution, moi, dans mon cas, je ne veux pas non plus imposer ma conduite à tout le monde, mais dans mon cas, je bois de l'eau du robinet. Question complémentaire, par exemple, le kéfir de lait, il est vendu dans des récipients en carton qui ont une couche qui paraît aluminium, mais ça va être autre chose aussi à éviter. C'est des questions difficiles, parce que c'est vrai que oui, dans les plastiques, il y a des plastifiants et des molécules toxiques. Dans les cartons recyclés, il y a aussi des molécules toxiques, mais on ne peut pas se protéger de tout, et c'est vrai que j'aurais tendance à dire qu'il faut mieux privilégier le carton que le plastique, mais c'est sûr qu'on est entouré de polluants un peu partout, et c'est difficile de se protéger complètement. Il faut en avoir conscience et éviter l'exposition au maximum quand on peut. Éviter par exemple de chauffer des plastiques au micro-ondes, parce qu'on sait que c'est en chauffant les plastiques que les composés plastifiants vont se libérer et pourraient avoir un effet sur l'homme. Mais il ne faut pas s'arrêter de vivre pour autant. Ce qu'il faut, c'est vivre simplement, en essayant d'éviter les produits transformés, en cuisinant soi-même. Et c'est des principes de sobriété, de réduire les emballages, de réduire... si on a par exemple des produits qui ont une liste d'ingrédients très longue et on ne sait pas ce que sont ces ingrédients, 113, 115, 410, il faut mieux privilégier les produits qui ont moins d'ingrédients. C'est des principes de sobriété, de simplicité, de pouvoir au quotidien réduire l'exposition sans pour autant être complètement drastique et s'arrêter de vivre.
peut-être, si je peux rajouter, Robin, faire une balance entre ce qui est absolument indispensable. Par exemple, on avait hier une conférence au CHUV, et c'est vrai, oui, il y a du plastique dans les blocs opératoires, on doit utiliser certains médicaments. Donc voilà, entre le bénéfice d'avoir des blocs opératoires performants, même si on a du plastique et qu'on doit en utiliser, et le fait d'avoir des verres en plastique qu'on utilise en moyenne 2 minutes, qui sont également des dérivés du pétrole, ou alors des désodorisants dans les toilettes, dans la maison, ou des choses qui sont absolument pas indispensables, et au contraire. Donc ça, c'est typiquement des choses qu'on peut éviter. Donc toujours faire la balance entre, on va pas s'arrêter de vivre, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de certaines choses, ou comme on disait pareil pour les cosmétiques, voilà, là pareil, on n'a pas besoin forcément de crème anti-rides, et si on a le choix entre un produit qui a une liste très longue d'ingrédients, on va peut-être favoriser plutôt celle qui a une liste plus courte, parce qu'il y aura déjà moins de produits, et sur cette liste, il y en aura sûrement moins qui ont des effets nocifs que les autres. Question de Francis. Merci pour toutes ces informations. Vous avez un petit peu anticipé ma question, qui était justement quelles sont les actions qu'on peut mettre en place au quotidien qui font partie du bon sens. Est-ce qu'il y a aussi des préceptes un petit peu qu'on pourrait mettre en place, et sans que des actions qui sont un peu moins connues mais qui auraient tout autant de signification? Moi, c'est vrai que j'ai dit pour ce qui me concerne, j'essaye de cuisiner, d'utiliser le moins d'aliments transformés, et c'est vrai que c'est ce que je fais au quotidien, mais on peut peut-être faire un rapide tour et avoir l'avis de nos autres experts pour qu'ils puissent nous dire ce qu'ils font aussi au quotidien, parce que j'ai peut-être mon avis, mais je pense... Merci. Moi, je suis en fait en bon français à l'ancienne, à qui mes grands-mères m'ont appris à cuisiner la cuisine traditionnelle ouvrière française. C'est vrai que je prends essentiellement, quand c'est la viande, c'est de la viande bio que je prenais à la ferme, et autrement les fruits et légumes bio aussi au marché, et je cuisine tout. Je ne vais jamais acheter une boîte de conserve ou un plat transformé. Non seulement ça fait des déchets, je pense à l'emballage, mais je me demande si ce qu'il y a dedans, c'est pas déjà un déchet. Donc je préfère faire moi-même, congeler après, et puis ressortir au fur et à mesure. Je pense qu'à la base, si on peut déjà éliminer tous ces produits, après il y a aussi les produits cosmétiques. Je préfère utiliser un savon que tous les produits qui contiennent des phtalates, en veux-tu, en voilà, tous ces plastifiants. Je suis un petit peu horrifié quand j'ai des amis qui sont enceintes. Il y a un gros truc à faire aussi. Ça, ce serait les médecins. Je pense que vous en avez parlé hier au CHUV. Il faut absolument que les médecins, les gynécologues disent à leurs patients qu'il faut éviter au maximum les cosmétiques quand elles sont enceintes, parce que là, vous avez toute une liste de tout ce que la chimie fait de pire et de meilleur dans le pire. Donc voilà, juste petite chose. Ça fait déjà beaucoup. En fait, oui, c'est vrai, moi, le cheval de bataille que j'ai pris, c'est les cosmétiques, parce que tous les jours dans notre salle de bain, on met entre 200 et 300 substances chimiques sur la peau, en se douchant, en se lavant, etc. Si vous faites la liste, vous pouvez le faire ce soir. Vous prenez tous les produits, vous regardez ce que vous avez derrière et vous faites la somme. Vous arrivez à plus de 100, ça c'est sûr. Et puis vous ne savez pas ce que c'est, vous ne savez pas quels sont les effets. Et ça passe directement à la peau, ça va directement dans le sang. Donc c'est pas comme l'alimentation qui est filtrée par le foie, là vous avez une entrée directement dans le sang. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Et puis voilà, là, avant de penser, on parlait de l'eau potable et puis des traces qu'on trouve dans l'eau potable de certains médicaments, de certains pesticides. Je pense que si on agit au niveau des cosmétiques, c'est déjà un pas en avant. Merci Nathalie. Si jamais, j'en ai pas beaucoup, mais vous pouvez aussi aller voir sur notre site ou bien sur notre stand qu'on a avec Stop OGM. On a des petits stickers où il y a 5 conseils assez justement qui viennent du bon sens et qui sont assez faciles à appliquer. Donc c'est toujours pareil, c'est pas s'arrêter de vivre, on va quand même au restaurant. Donc la plupart du temps, quand on peut favoriser une nourriture sans pesticides, donc de l'agriculture biologique,
quand on peut, la plupart du temps, éviter la nourriture industrielle, parce que là, on évite déjà beaucoup d'additifs, beaucoup de conservateurs et le fait qu'ils soient emballés. Donc ça enlève déjà beaucoup. Quand on peut, au lieu d'avoir des produits de douche, d'avoir juste un savon naturel, ça suffit amplement. Les cosmétiques, pareil, Nathalie l'a dit, donc pareil, la sobriété. Et puis, voilà, manger le plus souvent frais. Et je voulais juste ajouter que, outre l'impact justement sur la santé, comme ça, vous contribuez aussi à l'impact environnemental en évitant les emballages, en évitant que tous ces produits ensuite se retrouvent dans l'environnement et polluent la faune et la flore, et en favorisant une agriculture biologique de proximité, si possible directement chez le producteur. Vous avez aussi l'impact social, donc d'aller contribuer directement chez l'agriculteur et que l'argent lui revienne directement. Voilà, j'avais encore une question là derrière. Et puis après, merci. Je suis désolée, ça sera peut-être un petit peu redondant, mais alors moi, tous ces principes, je les applique déjà en majorité. Et puis, je suis quand même quelqu'un qui me balade beaucoup et j'ai souvent des Tupperware avec moi. Je me demandais, est-ce qu'il y a des marques ou est-ce qu'il y a des choses à faire au niveau des contenants? Parce que personnellement, le verre, c'est quand même quelque chose qui est hyper cassable. Alors, je suis désolée, ça a déjà été beaucoup parlé, mais s'il y a des gens, même pas parmi les experts, qui ont des solutions, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, merci. Merci. Alors personnellement, moi j'ai soit le verre, mais justement qui est un peu embêtant parce que c'est lourd des fois quand on peut en manger, ou sinon l'inox. C'est par rapport à ça. Je sais pas si toi, Robin, tu as d'autres. Le verre. Le verre, oui, voilà. C'est lourd, mais au moins vous êtes sûr qu'il n'y a pas de problème. Ouais. Le congélateur, c'est vrai que les risques sont beaucoup plus importants quand on chauffe. Personnellement, je conserve des aliments au congélateur dans des boîtes en plastique. Je sais que ça serait mieux si j'avais des boîtes qui sont totalement inertes pour pouvoir faire ça, mais bon, à un moment donné, il faut faire avec ce qu'on a aussi. Mais pour chauffer, c'est vrai que évitons le plastique complètement. Oui, il y avait encore une question, monsieur. J'ai une petite question, on va dire, peut-être plus politique, mais dernièrement l'Union européenne a autorisé le glyphosate en disant qu'il n'est pas cancérigène. Ce qui m'a intéressé, c'est aussi de savoir qu'il y avait deux commissions qui avaient traité le sujet, une qui disait qu'il est probablement pas cancérigène, et une autre qui disait qu'il est probablement cancérigène. Et celle qui disait pas cancérigène, c'était, si je me souviens bien, donc on n'avait en fait simplement aucune information sur les personnes qui traitaient ces données, donc c'était avec des risques de conflit d'intérêt assez grands. Et l'autre commission qui disait oui, probablement c'est cancérigène, on avait les données sur les chercheurs qui avaient fait on savait qui était le membre de ces commissions. Et ce que j'aimerais savoir de un, c'est vous en fait, déjà en tant que chercheur aussi, qu'est-ce que ça provoque chez vous un peu comme réaction. Et de deux, par rapport, on va dire, à des lobbies possibles, qu'est-ce qu'on peut faire un petit peu au niveau politique pour changer ça, autre que citoyen. Merci. Merci beaucoup pour la question. Il y avait un article dans le Stop OGM de l'année passée, si jamais, qui est à disposition là-bas, justement sur ce débat glyphosate, conclusion divergente. On pourra vous l'indiquer si jamais après au stand. C'est vraiment une grande question, la cancérogénicité du glyphosate. Et si on regarde les tests réglementaires et tout ce qui a été fait, on s'aperçoit que ça soit pour le CIRC ou l'agence européenne, ils se mettent d'accord sur les preuves qui existent, mais pas sur leurs interprétations. Quoi qu'il arrive, dans tous les cas, ils n'arrivent pas à une conclusion 100% sûre, le glyphosate est cancérigène ou non. Ce qui est sûr, c'est que quand on regarde les tests qui ont été analysés par le CIRC, c'est qu'ils ont analysé des tests qui n'ont pas été faits qu'avec le glyphosate, mais aussi avec la formulation totale et ses adjuvants. Ces tests-là, c'est les études épidémiologiques sur les agriculteurs qui développaient plus de tumeurs. Et ces tests-là
même si moi je regarde les résultats sur les animaux de laboratoire, j'ai du mal à vraiment croire qu'il y a un effet avec des tumeurs. C'est vraiment discutable. Et par contre, si on regarde les études en plein champ des agriculteurs, on voit que les agriculteurs développent plus de tumeurs. Il faudrait faire plus d'études, ça c'est une solution. Et ce que peuvent faire les gouvernements, c'est demander que l'argent qui sert aux industriels pour faire leur propre étude et monter leur propre dossier, cet argent-là pourrait être donné au gouvernement pour que le gouvernement donne à des équipes de recherche indépendantes. Il faut avoir conscience que aujourd'hui, tous les produits chimiques qui sont autorisés sont testés par les industriels eux-mêmes et ils font eux-mêmes leurs interprétations. Ensuite, ils soumettent un résumé aux agences réglementaires qui disent oui ou non, vous avez bien fait votre boulot. Un grand progrès pour éviter les conflits d'intérêts et les problèmes d'indépendance, ce serait de donner l'argent des autorisations des tests de toxicité à des gouvernements, à des agences réglementaires, des gouvernements qui donneraient à des équipes de recherche, comme ça les tests seraient réellement indépendants et on pourrait avoir vraiment une idée de la toxicité de ces produits chimiques par des personnes qui n'ont pas de conflit d'intérêts. Oui, comme on a la chance d'avoir Isabelle Chevalet sous la main. Oui, je suis membre de la commission de la science et de l'éducation à Berne. Et puis on a attaqué le problème du glyphosate. Il y avait différents groupes parlementaires qui avaient demandé l'interdiction, mais si on y va frontalement, c'est clair qu'on n'avait aucune chance avec la configuration du Parlement actuel. Donc il fallait être un peu plus subtil dans l'approche du glyphosate. Donc là, on a réussi à faire ce qu'on appelle un postulat de commission, c'est-à-dire qu'on a demandé un rapport au Conseil fédéral. Et quand on arrive à le faire sous le nom de la commission, donc c'est moi qui ai proposé à la commission d'être porteur de cette idée-là, et ça a marché. Le postulat, il demande quoi? Il demande d'analyser, parce qu'aujourd'hui, les traces de glyphosate dans les urines des Suisses, ça a été fait par Pronatura, sauf erreur, et puis on dit 40%. Alors on nous dit, oui, mais c'est bon, c'est Pronatura. Ok, faites-vous les analyses. Vous, État, faites l'analyse pour savoir exactement quel est le taux de contamination des Suisses. Alors c'est vrai que le glyphosate est présent que 3 jours environ dans l'organisme, mais si 40% des gens ont du glyphosate, ça veut dire qu'ils en consomment régulièrement, et à ce moment-là, on n'est plus dans une contamination qui est juste de 3 jours, mais permanente, et ça amène d'autres problèmes, c'est le problème des faibles doses, mais continuelles. Et comme en Suisse, c'est interdit de faire du mûrissement sur pied, comme a été décrit par M. Mesnage, c'est pas autorisé en Suisse. En Suisse, on donne des paiements directs à nos paysans pour ne pas labourer les sols. Ils ne labourent pas, ils passent du glyphosate, du Roundup, puis après ils peuvent faire leur culture. C'est étonnant de retrouver ça quand même dans notre alimentation. Enfin, il y a quand même des questions qu'on se pose réellement. Et en tant que politicien, on peut prendre des décisions que quand on a quand même des éléments un petit peu probants. Et puis aujourd'hui, on soupçonne quand même beaucoup les produits d'importation. On doit importer beaucoup de blé de l'étranger, on n'est pas autosuffisant en blé. Tout ce qui est bière. Je suis désolée, mais ceux qui aiment bien la bière, à coup sûr, vous êtes à peu près sûr de boire à chaque fois du glyphosate. Et évidemment, c'est des produits de consommation courante, le pain, la bière, on en boit régulièrement et du coup, on est contaminé régulièrement. Donc, le postulat demande d'analyser les urines des Suisses, c'est-à-dire ville et campagne. Ensuite, le fourrage des animaux, est-ce qu'il est contaminé aussi? Les animaux eux-mêmes, est-ce qu'ils sont contaminés? Et puis, demande quelles seraient les alternatives. Parce qu'il ne suffit pas d'interdire le glyphosate pour remplacer par un produit qui est pire. Et là, c'est vraiment de dire qu'il faut remplacer pas par un autre produit, mais par une autre méthode. Et on voit par exemple chez Prometer, les paysans vaudois, ils sont en train de faire des essais pour faire des cultures qui couvrent les sols à la fin de la récolte pour éviter que les mauvaises herbes poussent et pour après ressemer. Donc il faut laisser le temps à ces essais de se faire, parce que si on va aller trop vite, ils vont simplement se reporter sur un autre produit et déplacer le problème, et dans 10 ans on fait le même débat sur un autre produit. Donc en tant que politique, on doit être un petit peu prudent, parce qu'il ne faut pas remplacer un banc par un aveugle, mais ça a été accepté, maintenant on attend le résultat, c'était accepté il y a 18 mois, j'espère que dans 6 mois, 1 année, on a le résultat de ce rapport, et avec ça, on pourra prendre des bonnes décisions politiques. Voilà. Merci Isabelle. Et puis par rapport au glyphosate, c'est aussi un problème qui va assez loin, parce qu'on pense tout de suite glyphosate dans l'alimentation en tant que pesticide, mais comme, qui passe par l'alimentation. Mais comme c'est un produit qui est également utilisé typiquement sur le coton, on le retrouve par exemple chez les femmes au niveau des tampons hygiéniques. Et donc il faut imaginer un